Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Carib. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Édouard Louis pour son roman En finir avec Eddie Bellegueule et d'accueillir également Elouva. Oui, Elouva est une artiste qu'on aime beaucoup, donc elle est là, elle jouera quelques morceaux de ses anciens albums et de son album en finalisation en fait, à la fin de la soirée. C'est une artiste qu'on apprécie énormément, qui est déjà venue nous rendre visite une fois il y a maintenant presque 2 ans. Et puis je pense que cette rencontre lui tenait particulièrement à cœur parce que Elouva est une artiste qui est, non pas que ses chansons soient nécessairement des chansons en elles-mêmes militantes, mais qui elle-même est assez engagée dans tout ce qui en tout cas lutte contre l'homophobie et qui écrit des textes remarqués dans Tétu notamment, enfin pas seulement, mais notamment. Et donc on sera très content de l'écouter en fin de rencontre. Donc je vais commencer par présenter brièvement ce roman, qui est un livre évidemment qui est un événement, qui est un livre bouleversant, très perturbant, comme en témoigne l'adhésion qu'il a reçue, qu'il a suscité, et aussi une identification souvent très forte de lecteurs qui l'ont lu et qui ont parfois subi eux-mêmes des formes de violence qui s'apparente à ce qui est raconté dans ce roman. Donc c'est un roman autobiographique qui raconte l'histoire de l'enfance et de la préadolescence d'un jeune homme, donc qui est la vôtre. Vous qui êtes maintenant sorti de ce milieu. Donc c'est un jeune homme qui est issu d'un milieu très pauvre dans le nord de la France. Et c'est donc un milieu qui est dominé par les valeurs viriles. Et dans ce milieu, on a un enfant donc, qui est très délicat, qui a des manières efféminées, qui a une attirance au départ foulée vis-à-vis des hommes, et ça lui vaut des humiliations, des coups, toutes les formes de violence. Et donc votre territoire, Édouard Louis, c'est la violence. Et le récit donc est extrêmement cru, et ça dès la première scène. Et il montre cette violence verbale, physique, qui est omniprésente, que ce soit au village ou au collège, envers le narrateur du livre, mais aussi envers notamment les femmes, les immigrés. Ce qu'on voit aussi dans ce roman, c'est que les habitants du village sont vraiment impuissants face au manque de perspective de leur vie et ce qui est la cause réelle de leurs maux, donc le manque d'argent, le travail qui soit harassant ou le manque de travail et l'exclusion sociale. Une des forces du roman, c'est de pas uniquement dénoncer cette violence, mais d'abord qu'il y a aussi une tendresse particulière vis-à-vis du milieu qui est décrit, et malgré tout ce qui se passe, et aussi de montrer l'origine de cette violence, qu'elle est elle-même le produit de la violence économique et de l'exclusion sociale. Et puis aussi de montrer comment les habitants trouvent toujours, avec l'aide de la télévision, d'autres cibles à stigmatiser autour d'eux, ceux qui sont plus pauvres qu'eux, qui sont montrés du doigt comme des fainéants qui abusent du système, les immigrés, les noirs, les arabes. L'autre chose qui est vraiment remarquable dans ce livre, c'est le travail sur le langage, puisqu'il y a dans le récit différents niveaux de langage qui sont entremêlés, avec des scènes qui ont été vécues, et ça permet à la fois de témoigner des violences subies par le narrateur à travers les scènes qui sont racontées, mais aussi de faire vraiment ressentir l'étanchéité entre les milieux sociaux et ce mur qui s'érige du fait de la langue et de l'écart entre la langue bourgeoise et la langue des dominés, et donc à travers ça l'étanchéité des milieux sociaux. Donc c'est en partant du village pour entrer au lycée d'Amiens pour y passer son bac que Eddie Bellegueule réussit à s'extraire de son milieu d'origine, à briser ce qui est un enchaînement de vies qui succèdent, de vies identiques qui succèdent d'une génération à l'autre, et puis à dépasser ce qu'on voit dans le roman qui est au départ la volonté d'identification de l'enfant et de l'adolescent au milieu dans lequel il vit, et donc à nous livrer ce roman qui est extrêmement poignant pour en finir avec Eddie Bellegueule. Merci. On peut écouter un extrait ? Ah oui, je vais lire un petit extrait du livre. Merci en tout cas pour cette présentation et merci d'être ici ce soir. De mon enfant, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus 2 garçons, le premier, grand, aux cheveux roux, et l'autre, petit, au dos voûté. Le grand cheveu roux a craché, prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades,
à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents des 2 garçons. Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute. Il s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. Je n'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire. Il suffirait d'un revers de manche. Il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule pour que le crachat n'entre pas en contact avec mes lèvres, mais je ne le fais pas. De peur qu'il se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Je n'imaginais pas qu'il le ferait. La violence ne m'était pourtant pas étrangère, loin de là. J'avais, depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d'autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d'insistance et mon père, sous l'emprise de l'alcool, qui fulminait. Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça, sale bâtard? Ma mère, qui essayait de le calmer. Calme-toi, chérie, calme-toi, mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir. C'était la règle. C'était ça aussi, être un vrai ami, un bon copain. Se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l'autre, la victime de sa saoulerie au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu'un de nos chats mettait au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton, jusqu'à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l'avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu'il extrayait pour en faire du boudin, le sang sur ses lèvres, son menton, son t-shirt, c'est ça qui est le meilleur. C'est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant quand mon père sectionnait sa trachée artère étaient audibles dans tout le village. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question, que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années. C'est toi le PD? En la prononçant, il avait inscrit en moi, pour toujours tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur les corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. C'est la surprise qui m'a traversé, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure. Merci beaucoup. Merci. Un des aspects qui est très puissant, à la fois très perturbant dans le livre, c'est qu'avec le regard distancié d'Édouard Louis, vous montrez que Eddie Bellegueule n'est pas révolté mais qui subit. D'abord parce qu'il veut s'intégrer, donc il veut devenir plus gros, il veut jouer au foot, il veut être dans la norme de son milieu, et puis en même temps parce qu'il a peur, c'est ce qu'on voit dans la scène que vous venez de lire. Donc je voulais savoir si votre roman était un appel littéraire à une forme de révolte et à briser ce cercle de la violence. Oui, bien sûr, je l'ai déjà beaucoup dit, mais il est évident que j'ai jamais conçu mon projet littéraire sans un projet politique qui l'accompagnerait, et je pourrais presque même dire que la volonté politique a été première, l'ambition politique a été première, et qu'ensuite j'ai cherché la forme qui me permettrait de dire ce que j'avais envie de dire ce que j'avais à dire, de dire ce que je voulais dire le mieux possible. Je trouvais que la littérature, pour dire cette violence, pour dire toute la violence du monde social, m'a semblé la forme la plus adéquate, tout simplement, celle qui pouvait me correspondre le plus, me correspondre le mieux. Et puis évidemment, donc cette violence, cette espèce de cri de révolte que je voulais pousser contre la violence, c'est aussi contre une violence qui est menée par les individus eux-mêmes, contre eux-mêmes. C'est-à-dire le livre raconte ça, la chronique de la violence qu'on s'inflige à soi-même, la reproduction de sa propre violence. Et je crois qu'on peut évidemment jamais comprendre la violence si on ne comprend pas ce mécanisme qui est essentiel à la reproduction de la violence. Donc c'est Eddie, mais c'est aussi les femmes, c'est aussi c'est tout le monde reproduit inconsciemment la violence. Vous avez cette très belle, dans le livre superbe de Bourdieu sur la domination masculine, Bourdieu demande aux femmes, par exemple, si elles préfèrent avoir un mari plus jeune, même âge ou plus vieux. Les femmes répondent
très majoritairement plus vieux. Est-ce qu'elle préfère moins grand, même taille ou plus grand qu'elle? Elles répondent plus grand. Et pour les revenus, c'est la même chose, moins riche, voilà, même salaire ou plus riche, elles répondent plus riche. C'est comme majoritairement, évidemment, pas toutes. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, mais du coup, c'est aussi ce qui se passe avec Eddie, c'est que Eddie reproduit la violence dont il est l'objet, non seulement parce qu'il a peur, mais aussi parce qu'il a une sorte de fascination pour le monde qu'il a créé, parce que ce monde est comme une évidence, donc il va tout faire pour y correspondre. Et il va lui falloir du temps pour vouloir autre chose, même, pour vouloir fuir, pour vouloir partir, etc. Et du coup, pour finir sur cette réponse-là, le livre, je l'ai évidemment conçu aussi comme un livre qui serait une sorte d'archéologie de la volonté, qui consisterait à se demander pourquoi on veut pas, pourquoi on ne peut même pas vouloir. C'est-à-dire que la volonté, c'est pas quelque chose qui est premier. C'est pas, il y a des gens qui veulent et d'autres qui veulent pas, et certains qui accompliraient ce qu'ils veulent. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a avant la volonté, qu'est-ce qui empêche même la volonté, qu'est-ce qui chez les frères et sœurs d'Eddie empêchait la volonté de partir, qu'est-ce qui a produit à un moment chez Eddie cette volonté de s'enfuir, tout simplement. Mais cette volonté-là, elle n'était pas première. La volonté, elle était seconde, et mais elle était tout aussi déterminée que la non-volonté de ses frères et sœurs était déterminée. Et voilà. Sur ça, je me faisais la réflexion qu'il y avait probablement aussi un aspect, dans la mesure où c'est autobiographique, hein, celui qui peut témoigner en fait de la mécanique de broyage, hein, en fait, dans l'espèce, mais dans des choses similaires, c'est quelqu'un qui par nécessité est un survivant. Donc c'est quelqu'un qui s'en est extrait, quels qu'en soient les moyens, quelles qu'en soient les formes. C'est quelqu'un qui peut apporter une parole et de rappeler comment c'était à l'époque où il a failli se faire broyer. Mais il n'a pas été, puisque sinon il ne pourrait pas le raconter. Bien sûr. Oui, c'est une sorte de paradoxe qui consiste à dire que si on parle de ce monde-là, si on parle de cette classe-là, si on parle de ces classes sociales-là, c'est que forcément on n'y est plus, en fait. Sinon la parole ne parvient pas dans les sphères du discours. La parole est invisibilisée, détruite, masquée, ignorée même complètement. Et donc évidemment, si on en parle, c'est qu'on en est sorti, et donc encore plus loin que ça, c'est que on exerce forcément un effet de violence, c'est-à-dire qu'on va parler pour les autres. Le porte-parole, il porte la parole, mais il prend la parole aussi. Il prend la parole, c'est-à-dire il la prend aux autres et il parle à leur place. Mais c'est une sorte de paradoxe qui est presque indépassable. Et puis d'une autre manière, je pourrais dire que c'est précisément parce que je suis sorti de ce monde, parce que Eddie, à la fin du livre, part de ce monde de son enfance, que précisément il y est fidèle. Parce que justement, Eddie, c'est quelqu'un qui rêve de reproduction de cette violence, qui rêve d'être comme les autres, qui lui-même reproduit, qui dit PD à un autre garçon, qui est efféminé, etc. Et donc, c'est précisément parce que je me suis extrait que je peux défendre le changement de ce monde-là, défendre la transformation de ce monde-là. Pour ça, j'ai toujours été très mal à l'aise avec les thèmes de la trahison, tout ça, quand par exemple Annie Ernaux dit j'ai cette conscience d'avoir trahi, c'est très dur, etc., ou c'est présent chez Paul Nizar, etc. Et ben moi j'ai pas du tout, j'ai jamais eu ce sentiment-là en tout cas, j'ai jamais eu l'impression d'avoir trahi. Parce que je crois que c'est parce que je suis parti que je ne trahis pas, et parce que je suis parti que je peux essayer à mon tout petit niveau d'essayer de jeter une petite pierre dans les rouages de la domination et de la reproduction sans fin de la violence. C'est une des complexités, je trouve, de ce roman, parce qu'il est assez facile, et puis une partie du commentaire allait dans ce sens, en fait, de le lire avant tout comme quelque chose qui tourne autour de l'homophobie et de l'homophobie jeune, hein, alors qu'on parle bien de violence sociale, enfin, comme vous l'avez dit tout de suite, et comme ça apparaît clairement. Donc là, il y a bien cette question de porter une parole qui est politique, et moi ça m'a assez choqué qu'on puisse dénoncer cette prise de parole politique comme légitime ou comme violente justement à l'égard des choses, alors que j'ai l'impression que il n'y a pas d'ouvrage similaire, mais dans des ouvrages qui viennent exprimer, et on pense à tous ceux qui parlent de violence dans des milieux d'enfants ou d'adolescents, et donc notamment quand il y a des institutions en jeu, qui elles sont infiniment plus prestigieuses qu'un village d'ouvriers sans boulot en train de crever en fait en Picardie.
mais qui sont des grandes institutions militaires, par exemple, et où là, aller dénoncer en fait cette violence fascisante qui s'exerce sur des gamins de 10, 12, 13 ans, et où celui qui ne veut pas s'y conformer, en fait, se fait depuis passer à tabac jusqu'à exclure, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en 2014, personne ne viendrait contester le fait qu'on puisse dénoncer cette violence-là. Or, le fait qu'il y ait eu un malaise et que des gens disent ouais, on ne peut pas dénoncer comme ça cette violence ouvrière auto-infligée, je trouve ça assez incroyable qu'en déplaçant l'objet, en fait, on essaye de rendre illégitime cette dénonciation, alors qu'elle me semble particulièrement nécessaire. Oui, absolument. Et moi, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup gêné dans ces reproches qui ont été faits, ce sont des reproches qui venaient la plupart du temps de l'espace de la gauche, dans lequel je m'inscris évidemment. Et c'était pour moi quelque chose de très étrange, mais en fait c'était comme de vieilles structures mentales qui se reproduisaient, qui étaient celles du Parti communiste des années 50 et 60, qui disaient les femmes et les gays doivent se taire parce que sinon on défait l'analyse en termes de classe sociale, et donc il ne faut pas parler de la violence des classes populaires, etc. Les femmes et les gays, taisez-vous, sinon vous allez détruire notre belle logique, et de toute façon quand on aura aboli les classes sociales, l'homosexualité aura disparu, qui était l'idée quand même du Parti communiste, qui disait que l'homosexualité était jusqu'à il n'y a pas très longtemps était une déviance bourgeoise, etc., et qu'elle allait disparaître avec les classes. Donc moi si les classes disparaissent, c'est très bien, mais je suis pas sûr que l'homosexualité disparaîtra, et je suis même sûr du contraire. Donc ça c'était très étrange. Et puis en fait il y a aussi qu'il y a une sorte de perception qui s'est installée, que je trouve une perception bourgeoise, d'ailleurs une perception raciste, qui consiste à un discours de bannification en fait, et de mystification des classes populaires. C'est-à-dire si j'avais dit mon enfance et l'homophobie que j'avais vécue dans un milieu bourgeois, privilégié, etc., personne ne m'aurait dit, mais vous savez, il y a de l'homophobie aussi dans les classes populaires. Or, si vous faites un roman où vous parlez de l'homophobie dans les classes populaires, tout le monde vous dit, il y en a aussi dans les classes bourgeoises, comme si je l'ignorais d'abord. J'habite à Paris, ces derniers temps, j'ai vu ce qui s'était passé, ce qui était arrivé. Et donc il y a comme ça une drôle de perception qui est installée. Mon livre était aussi, évidemment, on écrit pour des choses, mais on écrit contre plein de choses aussi. Et moi j'écrivais aussi contre ces discours-là, qui sont une sorte de racisme inversé, les bons sauvages, qui sont si gentils, si solidaires, si bons vivants, qui aiment tant rire, bienvenue chez les ch'tis. Et c'était évidemment contre ce genre de perception, qui sont aussi les perceptions de rancière, tout ça, etc. Comme si d'ailleurs dire il y a de la violence dans les classes populaires contredisait le fait de vouloir lutter contre les conditions qui leur sont faites. Vous voyez, il faut pas, il ne s'agit pas que les gens soient gentils pour les aider, il suffit il s'agit de combattre des conditions de vie inacceptables. Mais voilà, il ne faut pas que les gens méritent d'être aidés. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et donc voilà, le livre est évidemment une prise de position à l'intérieur de ces discours-là, contre ces discours-là, et puis évidemment le fait de dire que dans certaines classes sociales, dans certains espaces, dans certains milieux, dans certains pays, dans certaines cultures, à certaines époques, dans certaines époques, l'homophobie se manifeste de façon plus violente que dans d'autres. Et je crois qu'il faut absolument affirmer cette parole. On m'avait beaucoup dit aussi, vous savez, si vous aviez grandi dans un milieu intellectuel parisien, on ne vous aurait pas craché au visage et on ne vous aurait pas insulté, mais on n'en aurait pas moins pensé. Et moi, je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'aurais peut-être préféré qu'on n'en pense pas moins et qu'on ne me crache pas au visage. Et donc voilà, tout simplement, tout ça pour dire que ça rentre aussi dans le même ensemble, la même organisation discursive, et que le livre tendait aussi à lutter contre ça. Oui. Je voulais revenir sur le thème du langage, puisqu'une des choses qui est, vous disiez, bon, entre les deux mondes, le langage du milieu d'origine et le langage populaire. Tu peux parler plus fort. Pardon. Non, en fait, voilà, je trouve que c'est vraiment une des grandes forces du livre, et je voulais savoir comment vous avez réussi à rendre ce langage du milieu d'origine, le langage des parents, le langage des scènes,
à côté de cette langue bourgeoise qui au départ est la langue de l'ennemi et puis qui devient la langue dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais évidemment imprégné d'Annie Ernaux, de Didier Ribon, de Jean Genet, etc. Et qui ont tous les trois beaucoup développé cette question de la langue de l'ennemi. Donc qu'est-ce que c'est que d'écrire sur les dominés, d'écrire pour les dominés, comme je le faisais, comme je le concevais, avec la langue de la littérature, qui est la langue bourgeoise, la langue de la bourgeoisie, donc la langue des dominants, et donc la langue de l'ennemi. Mais aussi très vite je me suis senti prise au piège dans cette problématique-là, parce que je me disais que de fait la langue de mon enfance m'était une langue tout aussi ennemie que la langue des dominants, que c'était celle qui me disait pédé, que c'était celle qui disait crouille, que c'était celle qui disait bougnoule, et que voilà, il me faudrait en fait dans la construction de ce livre travailler avec deux langues ennemies en fait, et réussir à intégrer les deux. Donc évidemment, avant de mettre en place ce dispositif d'écriture, j'ai mis beaucoup de temps. Évidemment, c'est toujours très long d'écrire un livre déjà. Et j'ai beaucoup hésité, avant par exemple de trouver cette forme en italique que j'intègre complètement au texte, quitte à parfois à créer la confusion. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si c'est qui parle, si c'est Eddie, puisque ce langage était évidemment aussi le mien. Et puis, j'avais commencé en fait par enregistrer ma mère. J'allais la voir, je lui demandais de parler, j'enregistrais ce qu'elle me disait, ensuite je le retranscrivais. Et en fait, quand je retranscrivais les choses, je les montrais à mon meilleur ami pour lui dire, mais dis-moi. Et un jour, il m'a dit, mais écoute, c'est pas possible du tout. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et là, j'ai compris qu'à ce moment-là, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, qu'il me faudrait en fait opérer une sorte de travail de construction pour créer un effet de réel qui soit plus réel que la réalité donnée, comme ça, spontanée, qui a pas grand-chose à nous dire en fait la plupart du temps. C'est comme au cinéma. Le cinéma construit des effets de réel pour communiquer au lecteur ou à la personne qui regarde l'écran de cinéma la réalité, mais voilà, mais tout ça passe par un travail de mise en forme. Donc à la fois qui était un travail de construction et à la fois que je voulais au plus près, le plus près possible de ce langage, qui n'est pas justement une distance de transfuge sur ce langage-là. Et donc garder cette violence dans le langage, garder les mots, ne pas dire arabe mais dire bougnoul, puisque c'était les mots qui étaient employés, ne pas dire homosexuel mais dire tantouse ou enculé ou pédale. Et voilà, et je me suis dit qu'il fallait entremêler ces deux niveaux de langage-là, et puis montrer aussi comme les deux se rencontrent, se télescopent et produisent des effets de violence mutuelle l'un sur l'autre, puisque le langage c'est une structure avec des pôles différents, et tout fonctionne ensemble, tout fonctionne contre, les langages s'opposent les uns aux autres, bien parler c'est s'opposer au langage vulgaire et populaire, etc., qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou non. D'ailleurs, je pense juste le langage légèrement différent qu'on ressent à certains moments de deux personnages, enfin deux catégories de personnages qui sont précisément les seuls qui pourraient encore être dans des fonctions de passeurs dans ce que vous décrivez, même s'ils ne le sont plus en réalité. C'est des observateurs, mais qui sont le petit commerçant et le professeur en fait, qui effectivement n'ont pas accès à ce qu'est la bourgeoisie aujourd'hui, certainement pas en étant petit commerçant en Picardie, mais en même temps ne sont pas effectivement en train de crever avec des allocations de chômage qui se réduisent chaque mois, etc. Et dans leur langage, on ressent qu'ils ont un bout de pied dans chaque monde quand même. Oui, c'est ça, je voulais qu'on puisse aussi voir les nuances à l'intérieur de cette espèce du village, et aussi les rapports de classe qui se jouaient. Et en effet, par exemple, le rapport à l'épicière était toujours un rapport très très violent. Parce qu'on considérait comme ça l'épicière comme étant une grande bourgeoise. Ma mère disait toujours elle paye l'impôt sur la grosse fortune, etc. Elle disait tout le temps cette phrase et on la haïssait, alors qu'en fait elle avait probablement des revenus pas si différents voilà, si on comparait aux autres.
L'épicière, c'est donc l'équivalent d'Annie Ernaux. Et encore, Annie Ernaux, c'était Yvetot, etc. Donc, c'est une ville un peu plus grande. Donc, elle avait probablement moins de 1000 € par mois pour vivre. Mais elle bénéficiait comme ça d'un capital symbolique, d'un statut symbolique, l'épicière, etc., à qui on va demander de faire marquer sur l'ardoise ce qu'on achetait, etc. Donc, je raconte cette scène, d'ailleurs, où on demande à Eddie d'aller faire marquer, parce qu'on se dit comme c'est l'enfant, il fera un peu plus pitié et qu'elle acceptera. Et ses rapports étaient à chaque fois très violents avec l'épicière qui fait la leçon, etc. Donc elle, évidemment, elle a un pied entre les deux, même si en fait elle n'a pas un pied tant que ça entre les deux, mais elle en joue, elle le ressent. Et les gens comme l'épicière, etc., sont des gens qui veulent pas ressembler aux autres aussi, qui font tout pour s'opposer et qui peuvent être très violents. Et voilà, comme ça, oui, absolument. Alors, en finir avec Eddie Bellegueule, on a l'impression que c'est à la fois un aboutissement, un nouveau départ. Donc j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous allez faire après. Je vais écrire d'autres livres. On se débarrasse pas de moi si facilement. Mais on espère bien. Non, évidemment, ce livre-là, je l'ai conçu aussi, et je l'ai pensé dans un projet sur le long terme, qui sera un projet d'écriture de la violence, de parler de la violence, d'écrire la violence, de dire la violence, de la mettre au centre de mon travail, comme je l'ai dit, comme Guibert a mis la maladie, a fait de la maladie un espace littéraire, ou Duras de l'amour, ou de la folie un espace littéraire. Moi, la matière qui m'intéresse, c'est la violence, tout simplement parce que j'ai toujours aussi été stupéfait, par toute la violence du monde qui se reproduit aussi facilement, sans qu'on ne l'aperçoive, ce qui se passe avec les garçons dans Eddie Bellegueule, les garçons qui vont pas à l'école ne disent pas je suis exclu par un système, etc. Ils disent l'école ça me fait chier, c'est pas mon truc, ça m'a jamais intéressé, etc. Donc ils ne voient pas que c'est évidemment une violence qui s'exerce sur eux. Et donc voilà le travail de littérature qui consisterait à faire advenir, à montrer cette violence, à montrer, à voir et à entendre cette violence invisible, c'est ce qui me taraude, et c'est pour ça que je veux continuer à le faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi j'en ai deux. En fait, est-ce que vous ne pensez pas que la violence que vous dénoncez, et qui est réelle, n'existe que quand vous sortez des choses? C'est-à-dire, pour tous les gens du village, la violence n'existe pas, même si leur comportement, pour un observateur, est violent. Oui, absolument. En fait, absolument. C'est tout à fait essentiel, c'est que justement cet acte pour moi qui consistait dans ce livre, d'en finir avec Eddie Bellegueule, écrire la violence, c'était écrire contre Eddie Bellegueule, qui lui ne voyait pas la violence comme elle était. Il ne se rendait pas compte que tout ça c'était le produit d'une violence sociale, etc., qui le dépassait. Et donc en fait, la violence, c'est comme si je l'avais recodée. En fait, je l'avais codée a posteriori. C'est pour ça que si un journaliste va voir ma mère et lui dit est-ce que vous êtes raciste et homophobe, elle dit non, évidemment. Enfin, quoique, pas toujours. Si vous demandez à mon père s'il est raciste et homophobe, il dira oui, bien sûr. Mais donc ça dépend des individus. Mais toujours est-il que même si par exemple elle s'assumait comme raciste et homophobe, elle ne voit pas quand elle exerce cette violence-là. Et moi, au moment où j'écrivais ce livre-là, c'est vrai que en écrivant ces scènes, parfois je me rendais compte à quel point elles étaient violentes. Et à quel point je m'en rendais pas compte, parce que tout simplement pour moi c'était pas la violence, c'était quelque chose qui était évident, c'était la vie quoi, c'était la vie, la violence c'était la vie. Alors évidemment il y a des moments où elle se manifestait, quand il y a les agressions, tout ça, ça on le ressent, mais ça c'est comme la face visible, et c'est-à-dire pas la face la plus déterminante peut-être, en tout cas. Tout le village dans le livre vit de façon très cohérente. Il y a un seul personnage qui apparaît comme violent peut-être aux yeux de tout le monde, c'est le grand frère, qui lui n'est pas gérable.
Oui, c'est-à-dire que lui, sa violence, elle s'exprime physiquement, donc elle est plus visible, elle est condamnable, évidemment, et condamnée. Mais cette violence physique qu'il exerce, on pourrait se dire qu'elle est rendue possible par les structures de violence symbolique qui s'exercent contre les femmes, contre les gens différents, etc. Et que c'est ça qui rend cette possibilité-là, qui rend possible le fait qu'il meuve son corps de telle ou telle manière, et qu'il aille frapper sa femme, etc. Et tout comme les garçons qui frappent Eddie et qui lui crachent dessus au collège, voilà, le seul fait de pouvoir penser ça, de pouvoir concevoir de faire ça, tout ça est rendu possible par des choses qui viennent avant, et par des structures, voilà, des mécanismes collectifs, des mécanismes politiques, etc. Et c'est de ça dont... Pardon. Excusez-moi, il y a quand même beaucoup de nuances, parce que votre père se fait un honneur de ne pas frapper. Bien sûr, bien parce sûr. Parce que lui-même a été frappé, donc il a conscience que cette violence est inadmissible et qu'il ne faut pas la reproduire. Et moi, je me suis demandé, en lisant votre livre, excusez-moi, je vais le dire brutalement, si c'est pas justement votre différence, votre homosexualité, votre marginalité qui vous avait sauvé et qui fait que votre destin a été différent de celui de vos frères et sœurs. Oui, non, bien sûr, c'est évident. D'abord pour ce que vous avez dit. Oui, bien évidemment. Non, ça je crois pas. Alors ça je peux vous répondre, ça je crois pas du tout. Non, pas du tout. Non, je crois que évidemment aussi j'ai voulu évidemment dans le livre montrer toutes les nuances qui pouvaient exister, toute la complexité des individus, même si la complexité est finalement à quelque chose de cohérent, elle n'en est pas moins complexe. Et donc le père peut dire à son fils tu me fais honte, t'es un pédé, etc. Et puis à la fois le défendre si quelqu'un l'insulte ou voilà, l'emmener au lycée le jour de son audition, etc. Et lui donner de l'argent, dire je veux pas que t'aies honte, je veux pas que tu sois différent, je veux pas que tu aies la honte, que tu aies moins d'argent que les autres. Et donc évidemment, il y a évidemment cette complexité-là, oui, bien sûr, absolument. Parce que là, on parlait du grand frère, mais cela dit, le père aussi exerce une violence à l'encontre des femmes. Quand il dit à sa femme, tu dois pas travailler, c'est pas le rôle de femme, etc., tu dois rester à la maison. Donc il y a justement des différents niveaux de violence qui prennent forme selon l'histoire des individus, etc., selon ce qu'ils ont vécu, selon mon père par exemple, le rapport qu'il a eu à son enfance et à son propre père. Donc oui, bien sûr. Ensuite, il est évident que oui, c'est justement je crois dans ce cas de figure, c'est évidemment l'homosexualité qui en fait dès le début fait que Eddie se sent pas chez lui, quoi. Il se sent pas là, il se sent rejeté de toutes parts. Et donc il y a un moment où, comme il est chassé, il faut transformer cette abjection en fuite. Vous êtes gentil. Alors là, vous êtes très discret, c'est sur le théâtre. C'est-à-dire que vous en parlez, mais d'une manière un peu extérieure. Et j'aurais aimé que vous exprimiez davantage justement ce que le théâtre vous a permis, y compris dans le village, et pas seulement au lycée d'Amiens. C'est-à-dire que le théâtre, c'était quelque chose de compliqué parce que au moment où Eddie a commencé à faire du théâtre, il avait pas, je peux pas dire que j'avais une grande passion du théâtre en tout cas. C'est-à-dire que le théâtre pour moi c'était quelque chose, c'était comme un espace de reconnaissance. Je le dis d'ailleurs dans le livre, c'était un truc où on me disait, peut-être probablement parce que le fait de cacher tout le temps mon homosexualité, etc. m'avait comme ça permis de développer un rapport au rôle, à la duplicité, au mensonge permanent, à la dissimulation, à la présentation de soi, etc. Je pense que on peut expliquer en partie les choses comme ça. Mais au moment où justement, au moment où Eddie va faire du théâtre au lycée, le théâtre est juste le moyen de fuir ces deux garçons. Et si ça aurait pu être autre chose en fait. Et c'est après que vraiment la passion du théâtre, tout ça est venu. Et même encore, je crois que à la fin du livre, quand il part au lycée pour passer le bac, etc., ce qu'on fait pas dans sa famille et pour faire du théâtre.
je crois que vraiment, qu'à ce moment-là, j'aurais tout donné pour être exactement comme ça, pour être exactement comme eux, pour être pareil. C'est-à-dire, il y avait encore ce désir de conformité qui a duré très 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 longtemps, d'être un vrai dur, d'aimer les gonzesses, de jouer du football, d'aimer la bière, etc. Et il a fallu beaucoup de temps pour ne plus vouloir se fondre dans la norme d'alors, dans la norme de cette époque-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que c'est pas Eddie est pas du tout un enfant plus intelligent ou un enfant différent. C'est quelqu'un qui est constitué comme différent par les autres en fait. Mais on voit bien qu'il y a deux choses qui se superposent, qui s'entremêlent. Il y a du collectif, cette violence collective, qui est codifiée, presque, dans un système, voilà, le rôle de l'homme, la femme, les étrangers, les bouillons. Et puis il y a une violence qui est très personnelle, très individuelle, du fait effectivement de l'homosexualité, et qui est vraiment sur une personne en particulier. Et qui la met peut-être, c'est une question que je vous pose, dans un état quand même de réflexion, de distanciation. Et alors, il ne voit sans doute pas tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est violence collective, parce que c'est des codes et il ne connaît que ces codes-là, mais il y a ce qui lui arrive à lui et pas aux autres, les crachats, etc., les humiliations du fait de son être, qui est très personnel et qui sans doute le façonne et lui donne à commencer à réfléchir, à se distancier, et qui peut-être ce qui va lui permettre après de partir, et ce qui ne permet pas aux frères et sœurs de partir parce qu'ils n'ont pas cette histoire très personnelle autour de la violence. Oui. Non, bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui se produit tout de suite, c'est-à-dire tout ce que les autres vivent comme étant la vie, comme étant l'évidence, être un homme, être une femme, etc. Et dit par ce décalage, lui va avoir il va avoir tout de suite une distance, il va vivre les choses différemment. Et je dis même à un moment donné que à 11 ans j'étais déjà plus vieux que ma mère en fait, parce que à force de ça, à force de cette violence, je rentre de l'école, je rentre des crachats et j'ai 11 ans, mais je suis déjà plus vieux que ma mère parce que oui, il y a cette mise à l'écart qui produit, on est comme d'un seul coup extérieur et on voit les choses dans une forme d'extériorité et on peut l'analyser du coup différemment. Et ça évidemment ça a joué, mais ensuite pour se développer, c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps et justement aussi pour moi l'objet du livre c'était de montrer que le transfuge de classe c'était pas comme Bourdieu disait parfois un miraculé, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec ce terme et que le transfuge de classe c'est pas quelqu'un qui est pris de plus de liberté que les autres, qui est plus intelligent que les autres, etc. Mais que en fait sa trajectoire est tout aussi déterminée que les autres, sa fuite est aussi déterminée que les non-fuites le sont. Simplement, c'est d'autres mécanismes qui entrent en jeu. Et des gens m'ont dit, mais regardez le nombre de mécanismes sociaux que vous avez contrecarrés. Et moi, je dis, mais on pourrait dire aussi le nombre de mécanismes sociaux qu'il a fallu mobiliser, justement. Mobiliser des gens que j'ai rencontrés, le système scolaire, voilà, etc. Et donc, c'est pas quelqu'un qui serait comme hors du système, mais c'est en fait voilà, tout aussi déterminé et justement la question politique qui se poserait à partir de là, c'est comment peut-on déterminer d'autres fuites, comment peut-on créer d'autres lignes de fuite, parce que si on pense que c'est interne aux individus, alors on change rien et on attend que les gens qui seraient supposément plus intelligents fuient, alors que voilà, la question qu'on devrait se poser, c'est comment créer les lignes de fuite, comment déterminer des trajectoires déviantes, comment déterminer des fuites. Dans d'autres domaines, on parle de stratégie non conventionnelle, c'est un petit peu de cet ordre-là. Je connais pas du tout ce terme, mais je suis désolé. C'est assez psy. Je suis beaucoup plus socio. Non, mais tout ce que l'individu met en œuvre pour effectivement continuer à évoluer dans le système, mais autrement, parce qu'il est mis à part. Ou le contraire, il n'y avait jamais une perspective autodestructeur, même suicidaire, il est évident qu'on sait que les enfants homosexuels se suicident beaucoup plus que les autres.
à peu près 7 fois plus, je crois que c'est le chiffre. Et donc évidemment, oui, c'était des choses qui me traversaient la tête, qui traversent d'une sorte de mélancolie gay comme ça, que Didier Ribon a très très bien thématisé. Il y a un chapitre sur la mélancolie gay dans Réflexion sur la question gay. Et oui, évidemment, mais il y a eu des choses qui ont permis de défaire ça justement, et parce que l'individu, il est fait de sa sexualité, de sa classe sociale, de son genre, de ses rencontres, de ses amitiés, même de ses histoires d'amour, etc. Et c'est ça, c'est toutes ces histoires-là qui s'imbriquent, qui se rencontrent, qui peuvent produire un individu. Et donc moi, j'ai eu probablement d'autres histoires qui sont venues croiser la mienne, et comme par exemple cette personne dont je parle au collège, etc. Et donc, oui, ça aurait été possible, mais oui, ça aurait été possible, mais parfois un même déterminisme peut produire aussi des vies différentes, peut produire des trajectoires différentes. Est-ce qu'on est vraiment déterminé à faire de la littérature? J'ai du mal à le croire quand même. Il me semble que les mécanismes, bien sûr, ont leur rôle, mais ils ont aussi leurs limites. Il y a quand même la possibilité pour l'individu, pour la personne, d'avoir une puissance créatrice et une part de liberté aussi. Oui, mais c'est-à-dire que en tout cas ces choix qui peuvent être faits sont des choix qui s'aménagent à l'intérieur de quelque chose, qui ne s'aménagent pas à l'intérieur de rien, et c'est vrai qu'aussi à un moment donné, pour une trajectoire comme celle-là, comme pour une trajectoire comme celle qui a été la mienne, la culture, le savoir, le théâtre par exemple, etc., étaient à peu près les seules choses auxquelles je pouvais accéder. Ce sont les seules choses dans ce cas de figure auxquelles on peut accéder pour se transformer, etc. Et oui, du coup c'est quelque chose qui est, oui, bien sûr. Oui, je voulais dire quelque chose qui est beaucoup plus simple que tout ce qui a été dit ici, puisque je n'ai pas lu le livre. Mais je voudrais savoir si ce livre a été longuement mûri ou c'est devenu un besoin de l'écrire. Parce que moi, je trouve que vous êtes vraiment très jeune, mais comme vous dites, vous êtes beaucoup plus vieux que... voilà, vous avez une énorme maturité pour votre âge, c'est étonnant. Et je voulais savoir quand ce livre s'est imposé à vous, si c'est imposé, je ne sais pas. Justement, en fait, assez tardivement, c'est un livre qui s'est imposé assez tardivement. J'ai pas eu, comme on peut le croire parfois, le feu de l'écriture quand j'étais enfant, etc., qui sont souvent plus d'ailleurs des fantasmes rétrospectifs qu'on se donne. Les écrivains disent j'écris depuis toujours, mais quasiment tous les enfants entre 10 et 15 ans griffonnent, ou même écrivent des poèmes, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire sa vie. Donc on reconstruit de la cohérence avec des événements incohérents comme ça. Et oui, voilà, on fait du continu avec du discontinu sans cesse. Et moi, je ne crois pas du tout avoir voulu ça avant. Non, en fait, pour moi, le point de départ a été la lecture du livre de Didier Ribon, et c'est pour ça que je lui dédie mon livre. J'ai lu son livre qui s'appelle Retour à Reims, qui est justement l'histoire d'un enfant des gays des classes populaires qui quitte au prix de beaucoup d'efforts, de beaucoup de difficultés, son milieu social pour aller vivre à Paris, une vie intellectuelle, fréquenter un milieu intellectuel. Il va écrire des livres, etc. Et c'était vraiment un livre sublime. C'est sublime, et c'est un livre qui m'a complètement bouleversé. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est l'histoire de ma vie. Et n'empêche que c'est vrai que ce que j'ai dit aussi, c'est que quand j'y repensais après, c'était pas vrai du tout. C'était un fantasme total. C'était pas du tout l'histoire de ma vie. J'avais pas quitté la région de mon enfance, encore moins à Paris. J'avais encore moins l'envie d'écrire des livres. J'en lisais quasiment pas, etc. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout ta vie, mais c'est ce dont tu rêves. Et on peut parler tout à l'heure de politique, et je crois que si les livres peuvent avoir une vertu politique, c'est au moins celle-là, c'est de produire des aspirations, de se fantasmer autrement, de se projeter
projeter autrement, comme ce qu'on n'est pas, de reconnaître sa vie, même si c'est pas sa vie, dans un livre, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir rêver d'autre chose, etc. Je pense que un livre peut avoir cette force d'évocation-là, et Retour à Reims l'a eu pour moi, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux moi aussi écrire, je veux dire des choses, des choses que j'ai envie de dire, et en écrivant Eddie Bellegueule, j'avais envie d'essayer de reproduire ce geste des ribbons, ou ce geste consisterait à faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans le livre, que chacun puisse se trouver dans le livre, et puis que chacun puisse se projeter autrement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler du moment où la sociologie intervient, et est-ce que ça a pu permettre comme mise à distance ou comme retour compréhensif? Bah oui, donc du coup le livre des ribbons est à la fois mi-essai et mi-récit, donc c'était vraiment mon premier contact avec la sociologie. Et donc après Ribbon, je me suis mis à lire frénétiquement les ouvrages de sociologie, et particulièrement ceux de Bourdieu, qui est la sociologie. On pourrait presque dire que Bourdieu c'est la sociologie. Parenthèse. Et qu'on n'a jamais poussé l'exigence sociologique aussi loin que Pierre Bourdieu. De ça, je suis sûr. Que jamais on a fait d'immenses sociologues. Hein. Durkheim me fait rêver, Elias aussi, il y en a plein d'autres. Mais Bourdieu portait quelque chose de tout à fait. Enfin bref. Et en effet, la sociologie m'a permis beaucoup de choses. Ça rejoint ce que la question que vous posiez, monsieur, tout à l'heure. C'est-à-dire que ça m'a permis de recoder plein de choses que j'avais pas vécues comme violentes, et ça m'a permis de replacer ma trajectoire individuelle dans des mécanismes collectifs, dans des choses collectives, et de me rendre compte, par exemple, que les larmes d'Eddie au moment où il pleure sont des larmes politiques, sont des larmes produites par un contexte politique, par un contexte historique, la haine des gays, le fait que les gays n'aient pas des droits que les autres ont, etc. Et que en fait c'est toute cette histoire et toute cette situation politique qui va jusqu'à produire les affects les plus intimes, les plus internes, les plus cachés, la tristesse qu'on sent comme la plus intime, qui est en fait traversée par ça, par la politique. Et du coup, après, c'était aussi pour moi toute la démarche du livre, parce que quand j'écrivais, je me disais, je peux quand même pas dire ça, c'est intime, c'est privé, c'est indécent, etc. Et après, je me disais, mais non, c'est précisément ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire ce qu'on sait déjà, ce qu'on dit toujours. Il faut dire ce que cet intime, ce privé, presque cet indécent, parce que c'est là que se réfugie en quelque sorte. C'est le dernier piège de la politique. C'est dans les affects, dans les émotions, etc. Tout en sachant en plus qu'on n'arrête pas de construire l'opposition entre le privé et le public. C'est évidemment une construction politique, historique, et tout ce qu'on renvoie du côté du privé, c'est tout ce qui nous dérange, c'est-à-dire quand les femmes ont demandé des droits, quand les homosexuels ont commencé à se révolter pour l'obtention de droits, on leur a dit c'est de l'ordre du privé, de l'intime, de l'intérieur, de la sexualité, ça ne nous regarde pas, etc. Et donc je me disais que c'était précisément ce que je n'avais pas envie de dire qu'il fallait dire, et de raconter toutes ces choses les plus intimes. Et donc la sociologie, ça a été ça aussi, de rompre avec cette espèce d'illusion, de se défaire d'une forme de solitude. En fait, je crois que la sociologie permet ça, de se dire que ce qui nous arrive, c'est pas à cause de nous, c'est pas parce que nous, c'est parce que tout le monde, c'est parce qu'un monde, c'est parce qu'une histoire et voilà, et du coup de se battre, de pouvoir se battre aussi. De pouvoir se battre. Si la mère ne peut pas se battre, c'est parce qu'elle n'a pas le recul presque sociologique qui lui permettrait de comprendre que c'est pas sa voisine qui touche le RMI ou le RSA qui fait qu'elle est dans la situation dans laquelle elle est. Et que c'est encore moins le rebeu qu'elle voit à la télé ou je ne sais qui d'autre. Et voilà, et c'est à ça qu'a servi
la sociologie, et puis qu'elle mine Bourdieu, par exemple, mais la philosophie aussi, d'ailleurs, il y a Sartre et tout, mais quand vous voyez que Bourdieu a parlé de la domination coloniale, la domination masculine, de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme dans son livre sur Heidegger, etc., c'est vraiment des gens qui ont pensé les vies, quoi, qui ont pensé la vie, qui ont pensé Sartre, c'est pareil. La question noire, la question juive, quand il a écrit son Saint-Genet, vous vous rendez compte qu'à l'époque, écrire un livre de philosophie sur un homosexuel, sur ce thème de l'homosexualité, c'était un truc absolument scandaleux, c'était pas possible. Un essai philosophique chez Gallimard sur un débauché comme Jean Genet, parce qu'il y a les frontières de la légitimité philosophique, etc., qui sont très, très rigides. Alors il y avait les romans de Genet qui étaient publiés, mais dans le champ philosophique, c'était quelque chose. Donc et il y a ce moment où vous parlez de votre mère et où elle dit c'est mes erreurs, etc. Et vous dites mais non, en fait elle ne comprend pas que c'est toutes les femmes du village, que c'est bien plus global. À quel moment vous l'avez compris? C'est avec les armes de la sociologie ou avant déjà vous l'aviez comme intuition? Oui, pas avant. C'est bien après, c'est en écrivant ce livre, en lisant de la sociologie, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est comme si les individus du village, et en l'occurrence la mère, rapportent tout à des facteurs individuels, etc., des causes individuelles. Et donc la mère dit, j'ai fait des conneries, j'ai pas bien travaillé à l'école, et puis elle dit, ton frère a fait des conneries, et puis en fait on se rend compte que tout le monde a fait des conneries, et la question donc ce serait pourquoi ils n'ont pas adhéré au système scolaire, pourquoi ils se sont même parfois révoltés comme un signe de noblesse contre l'école. Être un vrai mec, être un vrai dur, c'est aussi insulter les profs, pas se laisser faire, ne pas être docile, etc. C'est un truc pour les gonzesses, c'est comme ça que c'est perçu. Et donc oui, elle ne replace pas ça dans des mécanismes. Oui. Et du coup, évidemment, c'est une des raisons, encore une fois, pour lesquelles elle ne peut pas lutter, parce qu'elle pense tout sur le mode de l'événement, de l'erreur, plutôt que et de l'individu, plutôt que de penser sur le mode du collectif, de la logique, en fait, hein, et de la structure, qui je pense, voilà. J'ai une question. Dans cette librairie, il y a un mois ou deux, Hugues et Marianne ont reçu David M. Thomas, qui est un écrivain gallois, et qui nous a dit une chose assez surprenante, c'est qu'on ne pouvait pas être ouvrier, fils d'ouvrier et écrivain. En Angleterre, c'est pas possible. Donc ma question, c'est, et en France, qu'en est-il? En France, je pense que c'est presque aussi difficile. C'est même tout à fait... Oui, enfin, je sais pas quoi vous dire, c'est que oui, c'est quelque chose, je crois, quand on vient de ce monde-là, on n'écrit pas dessus. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de... Par exemple, dans le village, vous étiez montré du doigt pour vos manières. Est-ce qu'à Paris, vous n'êtes pas montré du doigt pour votre origine? Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous resterez toujours l'écrivain prolétaire. Exactement, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon une haine du transfuge de classe, qui est vraiment quelque chose qui structure vraiment bien des façons de penser, des façons de parler, des façons de voir. Quand vous dites pourquoi tu as trahi, pourquoi tu as renié, etc., comme si vous apparteniez toujours à ce à quoi vous avez appartenu, comme si partir c'était trahir, comme si vous auriez dû rester, ou alors je sais pas, là, à la suite de la publication du livre, les personnes qui se sont mises à s'intéresser aux classes populaires, en disant regardez comme Édouard Louis est méchant parce qu'il les met à jour, etc., et nous on va les protéger, ce sont des gens ou des journalistes qui ne s'intéressent jamais aux classes populaires, jamais au milieu dominé, jamais, qui n'en parlent jamais, et les seuls moments où ils les mobilisent comme des objets, il les mobilise pour me remettre à ma place, pour remettre le transfuge de classe à sa place. Et ça, je savais que la violence comme ça, que la reproduction sociale, elle était dans toutes les têtes en fait, hein, et qu'on la reproduit tous à travers des actes quotidiens, etc. Mais je pensais pas que c'était... Il y a un truc assez amusant, par exemple, pour l'anecdote qui s'est passée, c'est que
à mesure que la réception de mon livre grandissait, de plus en plus de journalistes se sont mis à m'appeler Eddy, en fait. Et ce qui évidemment est d'une très grande violence, c'est-à-dire comme si plus je m'éloignais de ce que j'avais été, plus eux mobilisaient les efforts pour remettre à ma place, quoi. Et au début, personne ne m'appelait Eddy dans les articles, et plus en plus, les articles se multipliaient. Même Le Monde m'a appelé, pas dans l'article sur mon livre, mais dans l'article pour annoncer une collection que je vais diriger, mais l'article s'appelait Eddy éditeur, mais je lui dis mais si j'avais, non mais vous, et donc c'est une partie du journalisme, parce que heureusement tous les journalistes sont pas comme ça, il y a plein de journalistes qui se battent pour justement imposer une vision différente du journalisme, mais ils sont minoritaires d'abord, je crois. Et oui, mais en tout cas, ils sont comme révélateurs de tout un ensemble de discours. Un jour, j'étais à un colloque comme ça où il y avait une femme qui avait été un homme par le passé. Quelqu'un est venu et l'a appelé par son nom d'homme. Vous voyez, en fait, c'est exactement le même type le nom qu'elle avait porté très longtemps avant. C'était pas elle. C'était un geste d'une grande violence qui consiste à resituer tout le temps les individus à leur place. Et cette violence-là, vous allez la vivre ou la combattre? Je la vis déjà, j'essaye de la combattre. Mais... Oui. Moi j'ai une question quand même, parce que je suis saisi quand même par ton public. Je trouve qu'il y a énormément d'hétéros en fait qui sont... Non mais c'est vrai en fait. Parce que moi je regardais les photos parce que au début, enfin voilà, tu intervenais dans des très grandes structures genre FNAC et tout, et je regardais un peu les photos qui étaient prises. Tu exagères Paul, je suis allé une fois à la FNAC parce que c'était avec Mélisse de Kerangal que j'aime beaucoup. C'est l'impression en tout cas que ça donnait quand on a commencé à monter, on va dire, en deux sens, quoi. Et le public, enfin, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hétéros, ça m'a frappé. Et en discutant en fait avec des potes gays ou des lesbiennes, tout ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est un livre en fait pour les hétéros. Et alors ça m'a frappé, je me suis dit mais pourquoi, enfin c'est pas forcément, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Et je me suis demandé si c'est parce qu'en fait justement, toi en fait tu oses exprimer toute cette violence dans sa crudité, et en fait pour un homo qui a vécu des trucs comme ça, moi par exemple il y a des passages, on va pas rentrer dans la psychanalyse, mais il y a des passages où je me suis retrouvé, et c'est vrai que c'est limite insoutenable en fait. Et enfin, t'as pas l'impression qu'on peut te reprocher ça, justement Non, j'ai beaucoup de reproches à me faire, mais pas celui-là, je crois. Mais on peut faire la liste des reproches que j'ai à me faire, mais en tout cas, effectivement, j'ai été très frappé, par exemple, par le fait que la plupart il y a eu, je sais pas, des articles très virulents contre moi, qui étaient à chaque fois, presque toujours, écrits par des gays, en fait. Et évidemment, du coup, moi, je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, je crois que tu as donné la réponse. C'est que je crois qu'il y a quelque chose d'inacceptable, c'est sa propre domination, en fait. C'est de dire « je suis dominé ». C'est aussi pour ça qu'Eddy retourne dans le couloir tous les jours pour se faire cracher dessus, etc. Parce qu'il ne peut pas supporter d'aller voir quelqu'un et de dire « je suis dominé ». Et il y a des gays, en lisant ce livre, qui ne supportent pas. Alors évidemment, après, la réception, c'est parce que je crois aussi que j'essaie de ne pas parler seulement d'Eddy, mais par exemple, il y a les femmes sont très importantes. Mais en tout cas, pour ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qui s'est passé quand Héribon a publié Retour à Reims. Sa mère a dit « je ne suis pas pauvre ». Alors que si, elle est pauvre. Et parce que c'est comme si elle ne pouvait pas vivre, ou comme quand Bourdieu a publié La domination masculine et qu'il a été attaqué quasiment enfin en tout cas de façon très très virulente par des femmes et par des féministes, parce qu'il poussait très loin l'analyse des mécanismes de la domination masculine. Et je crois que c'est ça en fait, il y a quelque chose d'insupportable dans le fait de penser sa propre domination. C'est très très dur de dire je suis dominé, d'accepter ça. Des gens m'ont écrit en me disant j'ai grandi dans un milieu très modeste, etc. Tu peux pas dire que c'est aussi homophobe. Ma mère me disait arrête de tortiller ton cul pédale, etc. Mais c'était pas de l'homophobie. Mais attends, c'était qui on se moque? Et je vous jure, on m'a écrit des choses pareilles comme ça. Donc comme si les gens devaient déjà ne supportaient pas leur domination, et comme si en plus ils devaient s'excuser de leur domination, comme s'ils devaient s'excuser aux autres
autres d'être ce qu'ils sont. Mais non, elle est pas homophobe, c'est moi aussi, c'est vrai que j'ai tortillé mon cul ou je ne sais quoi d'autre. Et du coup, c'est ça qui se joue, oui, absolument, oui, je crois. Je voudrais savoir si le livre va être traduit en espagnol. Non, parce que moi, je vous entends parler tous et je me suis dit, au fond, il n'y a aucune différence entre l'Amérique latine, je suis colombienne, et, par exemple la Colombie. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France il y a longtemps, je pensais qu'il y avait plein de choses ici qui étaient résolues, mais il y a la même violence. Mais il y a aussi, par exemple dans mon pays, aussi une grande acceptation des homosexuels. Et moi je me souviens quand j'étais petite, il y avait des homosexuels dans ma petite ville, il y en avait plein. Non, et ça ne représentait pas un problème. Même Gaviria, qui était un président de la Colombie, il s'est séparé de sa femme et il a avoué, après fini son mandat, qu'il était homosexuel. Voilà. Non, bien sûr, il y a des choses qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ailleurs, tout ça, et des choses d'autres qui diffèrent un petit peu. Après, vous savez, par exemple, dans un espace, on va arrêter là, je finis sur ça, dans un espace comme ça, vous avez parfois, il y a une sorte de paradoxe qui fait que vous avez parfois des structures homophobes, des façons de penser homophobes ou des façons de penser racistes, qui ne vont pas avec l'exclusion violente de la personne. Vous savez, on n'aime pas les noirs, mais toi on t'aime bien, moi c'est ce qu'on disait aux petits noirs du village. Et donc, évidemment, il y a une sorte parfois une forme d'intégration et qu'on perçoit pas toujours quand on est extérieur à ça, mais justement, c'est quand on le vit de l'intérieur, peut-être qu'on peut percevoir cette violence-là autrement. Et voilà, encore une fois, parce que la violence, elle n'apparaît pas comme ça tout de suite. Et je crois que justement, les livres, comme autre chose, peuvent le montrer. Merci beaucoup. Merci infiniment.